Eh bien écoutez, ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé ensemble pour se raconter des histoires trouvées sur Reddit. J'ai l'impression d'être en 2016 à faire ça, mais je suis hyper content car c'est un format qui a plu à beaucoup de monde et qui me plaît toujours autant en vrai. Bon, vous n'êtes pas sans savoir les amis que je suis un fan d'histoires d'horreur et aussi que j'ai commencé ma chaîne grâce à une personne en particulier, c'est Squeezie. J'ai adoré regarder ses vidéos threads d'horreur, les premières en l'occurrence étaient mes préférées et le sont toujours d'ailleurs en vrai. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas revenir un petit peu comme à l'ancien temps. Parce que oui, au tout début de ma chaîne, il faut savoir que j'aimais en fait raconter aussi des histoires que je trouvais sur Reddit qui me touchaient personnellement et qui me faisaient flipper. J'adore ce genre de format-là. Vous êtes nombreux et nombreuses à aussi apprécier et c'est pour ça en vrai de vrai que je le fais. À vrai dire, ce serait bête de le faire juste pour moi. Quel égoïsme. Je me suis dit que ça pourrait être cool de revenir un petit peu comme à l'ancienne. Dites-moi si ce genre de format-là vous plaît bien. Je pourrais évidemment en refaire plusieurs. On a trouvé des histoires avec Marwan sur Reddit de fou pour cette compilation aujourd'hui. On a 6 histoires, des paranormales, des rationnelles. Bref, on a un bon gros cumul de flips. Et petit update, c'est un format, un contenu qui m'a vraiment bercé pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence et qui me berce encore aujourd'hui finalement parce que des fois, je me surprends à taper thread d'horreur évidemment comme d'hab dans la barre de recherche. Je retombe sur des vieux threads et je me les bouffe, voilà, tout simplement. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Est-ce que vous regardez les miens, j'espère? Et uniquement les miens. Bah ok, non. J'installe une relation toxique entre nous, c'est pas bien. Bon, si vous voulez me soutenir, évidemment, n'hésitez pas. Vous connaissez la musique, à vous abonner, à liker cette vidéo. Bref, ça me ferait plaisir, ça soutient la chaîne et c'est hyper simple de faire ça en vrai. Une intro digne des plus longues, bah vous connaissez à force un petit peu la chanson avec moi. Sans plus tarder, je vous propose qu'on commence avec le premier témoignage qui nous est raconté par une utilisatrice de Reddit qu'on appellera Stacy. Au moment des faits, Stacy a à peine plus de 2 ans et commence tout juste à marcher. Mais ce n'est que bien plus tard, à la veille de son mariage, que sa mère lui révèle ce qui s'est produit, près de 30 ans auparavant. En 1988, après la naissance de son petit frère Victor, la famille manque de place. Ses parents décident alors de s'installer dans une vieille ferme perdue dans les bois du sud de l'Ohio. Et dès la première visite, quelque chose ne va pas vraiment. Stacy, je le rappelle, alors âgée de 2 ans, se met à pleurer. Elle répète qu'elle n'aime pas la maison méchante, la maison qui fait peur. Bon, sa réaction évidemment surprend sa mère, Anna, parce que ce comportement ne lui ressemble pas vraiment. Pourtant, avec le temps, l'enfant se calme. On met cela alors donc sur le compte du stress. Bon, je vous la donne en mille, la maison est totalement délabrée, la cuisine, dites-vous, au fond, porte encore les traces d'un incendie récent. Bref, maison pas hyper chaleureuse quoi. Et à l'étage, juste au-dessus d'eux, une porte attire leur attention, une pièce fermée à clé. Le propriétaire interdit formellement d'y entrer, évoquant des dégâts. Ces explications sont plutôt vagues, mais bon, la porte, visible depuis le palier, est impossible à ignorer. Ils sont hyper mal à l'aise. Bon, après ça, quelques mois passent, et un jour, Anna étend du linge dehors, ce qui lui fait donc perdre du regard sa fille Stacy qui joue avec le chien. Et brusquement, le chien se met à aboyer. Il court, s'éloigne, revient et repart. Il semble vouloir attirer l'attention. La mère suit son regard et aperçoit quelque chose au milieu de l'étang, situé au fond du jardin. C'est sa fille, elle court. Mais bon, heureusement, le chien arrive avant elle et tire l'enfant hors de l'eau. Tout s'est passé trop vite à ce moment-là. La mère est complètement sous le choc, vous imaginez, et elle se demande, mais comment Stacy a pu aller aussi loin? Comment est-ce qu'elle a atteint le centre de l'étang là où elle n'a pas pied? Bon, elle ne comprend évidemment pas, mais elle tente de rationaliser un petit peu. Elle renforce donc la sécurité en ajoutant des barrières et en se faisant beaucoup plus vigilante. Quelques semaines plus tard, Anna est dans la cuisine. Le bébé Victor, lui, dort. Stacy est à l'étage, enfermée dans son parc, derrière plusieurs barrières, et tout semble normal. Puis, le chien recommence. Il aboie encore plus violemment que la première fois. La mère monte vérifier, le bébé dort toujours, les barrières sont fermées, mais la petite n'est plus là. La maison est totalement vide. Le cœur battant, la mère sort. Le chien tourne à rond, complètement affolé, et dès qu'elle apparaît, il s'élance et l'entraîne avec lui. Il s'éloigne assez loin de la maison, le chien semble continuer à guider Anna en aboyant, et ils atteignent un chemin qui les mène vers une forêt dense. Et avant même de voir quoi que ce soit, la mère sent une odeur assez insoutenable. Elle avance malgré tout, et sous des tôles et des bâches, elle découvre des carcasses en décomposition, des restes de bovins abandonnés là. Et plus elle s'enfonce, plus la scène devient insupportable. Elle découvre des os et ce qui s'apparente à de la chair en putréfaction. Et en s'enfonçant un peu plus, elle voit sa fille debout et calme, comme si rien n'était anormal. Anna se précipite évidemment, la prend dans ses bras et vérifie qu'elle n'est pas blessée. Puis, elle pose la seule question qui compte:
qu'est-ce que tu fais ici ?» Stacy répond simplement « Bah maman, ce sont les enfants qui m'ont amené ici. » Bon, un frisson évidemment logique parcourt tout le corps d'Anna, et là elle va lui demander direct naturellement « Mais de quel enfant tu parles ?» Stacy après ça la regarde et lui dit qu'ils vivent dans la pièce fermée à l'étage. Puis elle ajoute que là, elle ne les voit plus. Bon, après cela, elle se tait complètement, et chaque tentative pour en savoir plus se heurte au même silence, au même regard fixe. Bon, pour Anna, il n'y a aucun doute. L'épisode de l'étang pouvait encore trouver une explication, mais celui-ci, c'était impossible. L'enfant n'aurait jamais pu ouvrir et refermer les barrières, descendre sans bruit, parcourir une telle distance en si peu de temps, ni même connaître l'existence de cet endroit. Des décennies plus tard, cette certitude ne l'a jamais quitté. Quant à Stacy, elle préfère ne pas savoir. Parfois, elle pense à l'hypnose, à l'idée de retrouver un petit peu ses souvenirs enfouis, mais bon, elle hésite vachement, car une chose la trouble profondément. Elle était convaincue que c'était pas vraiment des enfants. Quoi que soient ses enfants, elle est convaincue qu'ils n'en étaient pas. Bon, sa mère pourtant n'est pas du tout du genre à croire au paranormal. Élevée dans une communauté hyper chrétienne, elle est convaincue que les âmes dorment jusqu'au jour du jugement. Les fantômes n'existent pas, encore moins les esprits. Et pourtant, lorsqu'elle raconte cette histoire, sa voix tremble. Elle, qui parle toujours fort, finit par murmurer, le visage tout blanc. Cela suffit à convaincre sa fille, elle dit la vérité. Et c'est déjà la fin de cette histoire, de ce premier témoignage qui provient de Reddit. Du coup, on est plutôt sur une histoire là vraiment paranormale. J'imagine la tête qu'a dû tirer notre pauvre Stacy en apprenant ça, qu'elle avait vécu un tel événement chelou quand elle était petite, et je me mets à sa place, ou même mettez-vous à sa place, imaginez vivre ça à la place de Stacy. Votre maman vous annonce que, bah, tu sais, quand tu étais enfant, tu voyais des gens qui n'existaient pas, quoi. Enfin, en fait, là, ils sont revenus pour t'emmener vers la mort, indirectement, du coup. Hein. Bref, histoire assez incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. J'attends toujours, évidemment, vos avis dans les commentaires. C'est cool d'avoir un petit peu des retours en fonction des histoires. Et maintenant, passons à une histoire plutôt rationnelle. Bon, cette deuxième histoire, du coup, elle nous est racontée par Alicia, encore une fois, sur Reddit. Et Alicia, du coup, c'est une jeune fille de 17 ans qui travaille dans un petit supermarché aux abords de sa ville. Le magasin se situe près d'une maison de transition qui accueille des personnes en traitement ou en situation de grande instabilité psychologique. Et à cause de cela, d'ailleurs, certains clients sortent de ce cadre et fréquentent régulièrement la boutique. Et parmi ces clients, une femme attire particulièrement son attention. Bon, à distance, elle paraît plutôt normale, mais dès qu'elle s'approche, quelque chose d'étrange se passe. Son maquillage est souvent mal appliqué, parfois du rouge à lèvres rouge vif, d'autres fois jaune ou rose, mais toujours de manière très approximative. Elle porte presque toujours les mêmes vêtements et marche avec une démarche assez hésitante, comme si elle était légèrement perdue. La première fois qu'elle entre dans le magasin, elle achète un simple paquet de chewing-gum pour une trentaine de centimes en payant avec un billet de 10 $. Et pendant qu'Alicia lui rend la monnaie, la femme la fixe sans cligner des yeux. Elle la complimente d'un ton assez étrange, elle dit qu'elle est tellement jolie et qu'elle voudrait lui ressembler. Puis elle enchaîne avec des propos assez incohérent. Elle prétend avoir $1 million et affirme qu'elle va pousser une célébrité et vivre dans une grande maison sur la Lune. Bon, et elle dit elle-même qu'elle pourrait révéler où se trouve cet argent, mais qu'elle possède le pouvoir de ne pas le dire. Bon, la scène est assez déconcertante, vous l'imaginez, mais Alicia se contente de rester plutôt polie. Elle pense à ce moment-là qu'il s'agit simplement d'une personne souffrant de troubles psychiques et qu'elle ne présente pas vraiment de danger pour elle. Bon, au fil des jours, la femme revient de plus en plus souvent, elle ne parle pas forcément, mais observe. Elle fait lentement le tour du magasin, fixant la vendeuse sans détourner le regard, puis repart en silence. Elle semble simplement surveiller. Bon, face à cette insistance, Alicia commence à en parler un petit peu autour d'elle, et ses amis trouvent aussi cette situation plutôt inquiétante, normale, logique. Bon, on sait jamais quand même, elle décide de se munir de spray au poivre, et elle fait bien, parce que la situation évolue. La femme commence à apparaître en dehors du magasin. Un jour, elle observe Alicia cachée derrière une voiture pendant qu'elle promène son chien. Une autre fois, elle est sur un balcon voisin et interpelle Alicia en criant des compliments. Elle réapparaît aussi dans des allées de magasins, se cachant derrière des présentoirs, murmurant ou riant seule. Et à l'instant où Alicia la remarque, elle disparaît. Bon, la jeune fille commence à se sentir réellement suivi là, mais le point de rupture arrive quelques jours plus tard. Un soir, alors qu'elle se prépare à prendre une douche, Alicia entend la porte d'entrée s'ouvrir. Depuis sa chambre, elle perçoit une voix inconnue. « Oh, c'est donc la maison de Todd Factory ?» Bon, pris de panique, elle active immédiatement la webcam de son ordinateur pour garder une preuve de ce qui se passe. Et on a littéralement la vidéo de la webcam. What are you doing here?
Why? Why are you acting like that with me? Oh, 'cause you just entered my home without permission. Elle reste près de son téléphone en état d'alerte et elle demande ce que la femme fait là. La réponse est plutôt étrange. La femme dit qu'elle voulait simplement vérifier si elle était là, puis demande à emprunter un téléphone. Alicia lui répond évidemment qu'elle peut utiliser celui qui se trouve à l'intérieur, mais la femme affirme ne pas avoir assez d'argent. Mais Alicia lui indique alors que ça coûte seulement quelques centimes. Can I borrow your phone? For what? I need to call my friend. He's getting off work and I wanted to see if he'd pick me up. Oh, you could use the phone outside. Which one? Payphone. Payphones are 35 cents. You could have asked for 35 cents somewhere. La femme finit par se retourner et Alicia la regarde s'éloigner, mais entend rapidement du bruit près de sa porte. Elle accourt et découvre en fait que la femme est en train de dissimuler des vêtements sales de la famille dans ses habits. Alicia réagit directement et lui crie de tout laisser car ces objets ne lui appartiennent pas. La femme jette les vêtements au sol et s'enfuit précipitamment. Et après cet épisode, Alicia contacte la police et la femme cesse alors de la suivre. La dernière fois qu'elle l'aperçoit, la scène est encore plus troublante. Il est environ 2 heures du matin depuis sa fenêtre et Alicia voit la femme en compagnie de personnes sans domicile. La scène est improbable, elle voit la femme être dans une situation sexuelle hyper explicite avec un homme, tandis que d'autres observent la scène complètement choqués. L'un d'eux réagit d'ailleurs violemment à ce qu'il voit et s'enfuit en pleurant. Depuis cet événement, Alicia n'a plus jamais de sa vie revu cette femme. Et c'est la fin de cette histoire. Bah voilà, j'ai plus envie de travailler de ma vie. Je trouve la vidéo de la webcam absolument terrifiante. On pourrait croire au début que c'est une histoire un peu fictionnée. Non. On a la preuve avec la webcam. J'espère honnêtement, Alicia, que tu vas beaucoup mieux et que tu n'as pas recroisé cette personne, peut-être finalement chez toi, dans ta maison. En vrai, pourquoi je dis ça? Comme Alicia, tu n'es pas du tout française. Et j'imagine que tu ne regarderas jamais cette vidéo, donc je m'adresse à tous les Alicia de France qui évidemment commenteront cette vidéo et qui nous exposeront si, dans leur vie, tout va bien et qu'elles n'ont pas finalement, croisé de vieille femme comme ça assez particulière. Ça me ferait beaucoup rire d'avoir une POV là de toutes les Alicia chez elles qui se disent il est bizarre mais je vais commenter, allez hop, ça me ferait rire. Bref, pas tellement de choses à dire finalement sur cette histoire, si ce n'est qu'en vrai, en soi, la situation est juste hyper triste. Au-delà d'être flippante, on est juste face à une personne qui est hyper mal psychologiquement et j'espère qu'elle a réussi à avoir de l'aide et qu'elle est soignée aujourd'hui. On enchaîne les amis avec une histoire paranormale. Et c'est une fameuse Estelle qui va la vivre. Bon, il faut savoir une chose sur Estelle, là c'est importante pour l'histoire, c'est qu'elle traverse à ce moment-là de sa vie une période gothique. Une esthétique et une sensibilité d'ailleurs qui ne la quitteront plus jamais. Et à cette époque-là aussi, les relations avec son grand-père, qu'elle appelle affectueusement Papito, sont assez tendues. Et celui-ci d'ailleurs, un jour, organise une vente aux enchères familiale. Pour trouver des objets à vendre, donc il part à New York et revient avec plusieurs grandes boîtes remplies de bijoux fantaisie. Et dans une tentative plutôt maladroite de se rapprocher d'elle, il lui propose de choisir en premier. Elle descend donc examiner les boîtes, elle fait un petit peu son tri quoi, et la plupart des bijoux lui semblent tape à l'œil, voire kitsch. Mais malgré tout, elle fait quand même sa petite sélection de pièces, elle prend du coup un bracelet au style surf, une chaîne à l'effigie de Tupac qu'elle imagine offrir à son crush, et un collier à motif léopard orné de grosses pierres. Bref, elle montre toutes ces petites trouvailles à son papa qui l'encourage à retourner fouiller, convaincue qu'elle peut trouver beaucoup mieux que ça. Donc elle s'y remet plus attentive cette fois. Et c'est là qu'elle remarque un objet pas mal différent des autres. Un collier qui ne ressemble à aucun autre. Le bijou est étrange. Une amulette en forme de crâne, sculptée dans le bois, suspendue à un collier composé de petites perles blanches, elles-mêmes en forme de crâne. En le prenant en main, elle remarque une odeur particulière. Un mélange de fumée et de bonbons. Elle est immédiatement fascinée. Le collier correspond parfaitement à son esthétique. Et lorsqu'elle le montre à son père, celui-ci affirme ne pas se souvenir du tout de cet objet, mais il n'y prête pas forcément plus attention que ça. Bon, le collier est trop petit pour passer autour de sa tête, donc elle décide de couper le fil et le rallonge avec du chanvre qu'elle possède. À partir de ce moment-là, elle ne le quitte plus. À cette époque, Estelle, elle se sent déjà différente. Elle a le sentiment d'être à part, presque marginale. Certains détails lui paraissent étranges, comme son lunch number, le numéro d'identifiant pour la cantine des étudiants américains, 10 666. Une coïncidence qui ne manque pas de la marquer. Et ses amis remarquent rapidement le collier. L'un d'eux, en le touchant, affirme même ressentir une sorte de rejet, comme si l'objet ne voulait pas de lui. Mais bon, quand il lui dit ça, elle lève les yeux au ciel, amusée de la situation. Mais le même jour, quelque chose se produit. À l'école, elle plaisante en disant qu'un ami va tomber malade à cause du lait chocolaté, et quelques secondes plus tard,
Il vomit après en avoir bu. L'incident semble, en vrai, assez anodin, mais d'autres suivent. Certains élèves affirment recevoir d'étranges messages sur leur téléphone contenant simplement le mot « sors » lorsqu'ils sont assis près d'elle. À la cantine, une camarade semble inexplicablement effrayée par sa présence. Agacée par les blagues répétées sur le fait qu'elle serait une sorcière, elle finit par lancer, sur un ton sarcastique, qu'elle espère que tout le monde fera une intoxication alimentaire. Je vous la donne en mille. Le lendemain matin, la plupart des élèves de la table sont absents, déclarés malades. Les moqueries après ça donc s'intensifient et continuent, et en cours d'espagnol, un élève sceptique, persuadé que tout cela n'est qu'une mise en scène, lui demande de lui prouver un mal de tête pour pouvoir quitter la classe. Et elle, évidemment, joue le jeu. Elle lui dit simplement qu'il aura en effet un mal de tête. Rien ne se passe immédiatement, mais une trentaine de minutes plus tard, l'élève commence à se tenir le crâne, visiblement souffrant. Il insiste, inquiet, et demande ce qu'elle lui a fait. Et finalement, il obtient l'autorisation de se rendre à l'infirmerie. Pour Estelle, la situation devient plus que troublante. Ça va être vraiment de pire en pire. Un jour, après une dispute avec sa sœur, Estelle, sous le coup un petit peu de la colère et de l'énervement, lâche une phrase hyper violente. Elle dit espérer que sa sœur ait un accident de voiture. Peu de temps après, en rentrant de l'école, son père l'a fait asseoir. Il lui montre une photo, la voiture de sa sœur est totalement détruite. Complètement. Son neveu se trouvait également à bord, mais heureusement tout va bien. Mais l'impact psychologique, vous l'imaginez, est immense. Estelle est terrifiée et elle commence à avoir peur de ses propres paroles. Très vite, la rumeur se répand à l'école et dans le bus, elle serait une sorcière, apparemment. Un de ses amis athées et full rationnel décide par contre de prouver que tout cela est faux. Il lui demande de prédire précisément quelque chose qui va lui arriver. Et elle accepte encore une fois. Elle décrit une scène très précise. En descendant du bus, il va trébucher sur ses lacets, tomber dans les escaliers et se blesser au genou sur l'asphalte. Pendant le trajet, tout le monde oublie cette prédiction. Ils passent tous à autre chose, jusqu'à ce fameux moment où l'ami descend du bus, se retourne pour lui faire un signe, puis trébuche exactement comme elle l'avait décrit. Il tombe à genoux sur le sol, et là, après ça, le silence s'installe. Il la regarde complètement bouleversée et lui demande si elle est réellement une sorcière. À cet instant, elle a l'impression que le temps ralentit, comme si la réalité elle-même vacillait. Des mois plus tard, pendant l'été, la famille d'Estelle part en voyage à Gatlinburg, dans le Tennessee. Ils visitent notamment le musée Replace Believe It or Not. Estelle s'amuse, explore les expositions, observe des curiosités du monde entier. Puis, au détour d'une vitrine consacrée à des artefacts africains, son jeune cousin l'interpelle. Elle se retourne et là, elle se fige. Dans la vitrine, exposée derrière le verre, se trouve un collier décrit comme un artefact africain, identique, exactement le même que celui qu'elle porte en ce moment même. 2 exemplaires sont présentés, montrant différents angles, et chaque détail correspond. Selon la description, il s'agit en fait d'un collier utilisé pour la guérison ou plus précisément pour amplifier le pouvoir des mots. Le choc, vous imaginez, est total pour elle. Comment ce collier s'est-il retrouvé entre ses mains? Comment son grand-père a-t-il pu l'obtenir au milieu de bijoux ordinaires? Et pourquoi le retrouve-t-elle des mois plus tard exposé dans un musée à des centaines de kilomètres? Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait pu prendre une photo, prouver cette coïncidence assez incroyable. Mais sur le moment, elle cache le collier de peur d'être accusée de vol. Aujourd'hui encore, elle ne sait pas du tout quoi en penser. Elle a longtemps cru que tout cela n'était qu'une sorte de suite de coïncidences ou de plaisanteries, mais certains événements quand même, surtout l'accident de sa sœur et la chute de son mari et aussi en fait finalement la découverte au musée, ça reste quand même impossible à ignorer pour elle. Tout simplement effrayant cette histoire. Tout ce qui est dans tous les cas en lien avec la sorcellerie, je pense, est ce qui m'effraie le plus. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs histoires, le fait qu'une personne ait le total contrôle avec des objets sur votre vie, tout simplement mon plus gros cauchemar. Ça m'intéresserait de savoir d'ailleurs, vous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette niche un petit peu de l'horreur, la sorcellerie, les entités, les revenants, les histoires avec de vraies rencontres humaines effrayantes, les sectes, la manipulation mentale que peut avoir un gourou sur des personnes. Moi perso, je pense qu'on est sur secte plus sorcellerie. De base, je voulais pour le décor rajouter des éléments un petit peu flippants, des statuettes, des amulettes. Non, je vais éviter après avoir entendu ça du coup. On évite dans la minute. Bref, sans plus tarder, on passe à l'histoire numéro 4 maintenant, qui est rationnelle, vous allez voir. On varie, rationnel, paranormal, j'aime bien ce qui se passe. Sur le subreddit Ask Reddit,
Un utilisateur, que l'on va nommer Paul, témoigne de la chose la plus effrayante qu'il ait vécue. Paul, il est âgé d'environ 8 ans, lorsqu'un soir, dans les alentours de 23h, il promène son chien avec sa mère dans leur quartier, à Lansing, dans le Michigan. Leur maison se retrouve à la lisière d'une zone marécageuse et boisée. La nuit est calme ce soir-là et il y a un petit peu de vent. Puis, un son brise d'un coup le silence, un sifflement. Il semble provenir du marais. Mais Paul et sa mère n'en sont pas vraiment sûrs. Au début, Paul, il pense à un oiseau, mais quelque chose ne colle pas vraiment. Le son change constamment. Parfois aigu, parfois grave, sans vraiment de logique apparente. Il y a quelque chose d'étrangement humain dans ces variations. Il observe alors sa mère, et là son visage change radicalement. Elle paraît d'un coup terrifiée et inquiète. Sans hésiter à aucun moment, évidemment, elle attrape la main de Paul et lui dit qu'ils doivent rentrer immédiatement. Paul ne comprend pas vraiment ce qui se passe, il est trop jeune pour analyser la situation comme sa mère, mais il ressent la peur de sa maman et cela suffit à le troubler. Avec le temps, ce souvenir s'estompe et 2 ans plus tard, Paul est à nouveau dehors, seul cette fois, en train de promener son chien tard la nuit. Près de la porte d'entrée, un grand buisson borde le chemin, suffisamment dense pour cacher une personne. Alors qu'il termine sa promenade, il entend derrière lui le même sifflement, les mêmes variations incohérentes. Instantanément, un frisson le parcourt et le souvenir qu'il avait enfoui refait surface. Sa mère, figée, regardant le marais avec peur. Sans réfléchir, Paul, il court à l'intérieur aussi vite qu'il le peut, mais le plus troublant dans cette histoire d'enfance, c'est ce qui va arriver par la suite. Le temps passe, Paul grandit et le souvenir devient plutôt flou. Il n'en parle qu'à quelques personnes, puis finit carrément par oublier ce souvenir. Bien plus tard, des années après, Paul a 24 ans maintenant. Il est en couple avec une femme nommée Sarah et tous deux vivent désormais dans le Dakota du Sud. Le 4 juillet, il décide de se rendre à pied pour assister à un feu d'artifice le long du fleuve Missouri. Il s'installe dans un petit camping improvisé situé derrière un hôpital. L'endroit est relativement isolé, peu de campeurs sont présents autour d'eux. Et la nuit commence à tomber. Les feux d'artifice, eux aussi, commencent, mais ils sont assez éloignés. Et pour bien les voir, du coup, il faut se rapprocher du bord de l'eau. Et là, c'est à partir de ce moment que l'ambiance devient plutôt étrange. Je vous mets dans l'ambiance, un orage approche, le vent se lève et l'air semble chargé. Les lumières des feux d'artifice éclairent faiblement les alentours, laissant de grands espaces plongés dans l'obscurité. Les policiers viraient tous les bateaux présents aux abords du fleuve, laissant donc l'endroit totalement vide. La plupart des autres campeurs s'éloignent pour avoir une meilleure vue, mais Paul et Sarah, eux, restent en retrait près de la rive. Ils boivent tranquillement, puis un nouveau son attire l'attention de Paul. Un bruit qui est assez régulier, celui d'une pagaie frappant l'eau. Il distingue une silhouette sur le fleuve à une vingtaine de mètres du rivage. Quelqu'un est dans un canoë avançant lentement. À ce moment-là, Sarah décide de retourner à la voiture pour chercher d'autres boissons, laissant Paul donc seul face à la rivière. Et puis, le sifflement. Exactement le même qu'il avait entendu dans son enfance. Le corps de Paul se fige instantanément et une vague de froid le traverse. Chaque détail lui revient avec une clarté absolument terrifiante, vous l'imaginez. Il fixe la silhouette, mais l'obscurité est trop dense pour distinguer un visage. Il aperçoit seulement une forme et un chapeau. Le canoë arrive à sa hauteur, puis s'arrête. Lentement, la silhouette pivote l'embarcation pour lui faire face directement et siffle. Encore. Paul est paralysé, puis finit par crier avec une voix tremblante « Mais qui êtes-vous » Aucune réponse. Simplement ce sifflement, encore, puis la silhouette tourne le canoë dos à lui et disparaît lentement dans l'obscurité. Paul, vidéaste de métier, a son appareil à portée de main, et là donc il saisit alors son appareil et il filme la silhouette alors qu'elle s'éloigne. Et la vidéo est effrayante, tout simplement. Quand Sarah revient, elle ne comprend pas immédiatement son état de panique, mais en entendant son récit, elle aussi devient hyper nerveuse. Cette nuit-là, Paul est convaincu qu'il pourrait leur arriver quelque chose. Depuis cet événement, une question évidemment le hante, et je pense nous aurait hanté à tous. Comment est-ce possible? Comment ce sifflement entendu dans son enfance, dans un marais du Michigan, peut-il réapparaître plus de 10 ans plus tard, à des centaines de kilomètres, dans un autre état? Est-ce une coïncidence? Est-ce autre chose? Qui était cette personne? Et surtout, pourquoi lui, aujourd'hui encore, Paul ressent une peur persistante lorsqu'il se retrouve évidemment dehors la nuit
dans le silence. J'aurais tellement redouté à nouveau entendre ce sifflement. Je pense que j'aurais fait un AVC sur place, on part sur l'AVC directement. De vivre avec la peur de recroiser ce mec, cette silhouette assez effrayante. Après voilà, est-ce que son souvenir ne s'est pas déformé avec le temps? Ce sifflement peut être une coïncidence, juste un mec qui voulait pêcher sur son bateau. Je sais pas, assez bizarre, assez particulier. Je sais que Feldepp l'avait raconté à sa façon, d'une façon d'ailleurs super, sur sa chaîne YouTube dans une face cachée de Reddit. Je voulais la faire découvrir à ma communauté pour ceux qui n'ont pas entendu déjà, car elle est juste folle je trouve. Le fait que l'histoire dure sur des années, je trouve ça génial. Et qu'on théorise sur est-ce que c'est un stalker qu'il a suivi pendant tant d'années ou c'est juste un gars random et c'est en fait une circonstance de plusieurs coïncidences. Bref, assez dingue cette histoire et j'espère que vous l'aurez kiffé et on passe sans plus tarder à la 5e, l'avant-dernière. La prochaine histoire, c'est Alex qui va la vivre. C'est un petit garçon qui, comme beaucoup d'enfants de son âge, prend du plaisir à dessiner. Et depuis qu'il est petit, il passe son temps avec des crayons, des feutres, tout ce qu'il peut trouver. Au début, ses dessins sont classiques, des animaux, des portraits de famille en bonhomme bâton, des gribouillages que lui seul comprend. Puis, un mois plus tôt, quelque chose change. Tout commence avec une figure. Un homme, grand, chauve, avec des yeux creux et un sourire démesuré, étiré d'une manière d'ailleurs assez anormale. La première fois qu'Alex montre ce dessin, sa mère ressent immédiatement un malaise. Elle essaie pourtant de rester légère, presque amusée, et lui demande qui c'est. Alex répond simplement « c'est Monsieur Shred ». Le nom la met plutôt mal à l'aise et elle lui demande où il a entendu ce nom. La réponse est immédiate. Il me l'a dit. Puis il va ajouter, comme si c'était évident, il se tient dans l'encadrement de ma porte la nuit. Bah là j'aurais changé d'enfant directement. Bon, un frisson, vous imaginez, parcourt la maman. Et au début, elle tente de rationaliser. Elle se dit peut-être, ouais, c'est l'imagination des enfants, l'imaginaire, c'est peut-être normal. Mais bon, les dessins vont continuer. Et ils empirent chaque jour. Alex dessine à nouveau cet homme, toujours le même sourire, toujours les yeux vides, mais surtout, il se rapproche. D'abord, il est au bout du couloir, puis dans le salon, puis derrière elle. Et le soir où elle découvre un dessin montrant Monsieur Shred debout à côté du lit d'Alex, elle ne dort pas. Une nuit, peu après minuit, elle se lève pour boire un verre d'eau et passant devant la chambre d'Alex, elle entend des chuchotements. Il est en train de parler à quelqu'un. Elle s'approche de la porte, retient son souffle et commence à écouter. Et là, elle entend « Tu n'as pas besoin d'être en colère, je lui ai parlé de toi, elle me croit maintenant. » Et là, pouf, un silence glacial. Puis la voix d'Alex, plus basse qu'elle ne l'a jamais entendue, dit ceci. « D'accord, bon, je vais lui dire. » La mère ouvre brusquement la porte. Alex est assis dans son lit, fixant le placard ouvert. Elle lui demande directement avec qui il parlait. Il cligne des yeux comme réveillant en sursaut. Puis il répond calmement « Monsieur Shred dit que tu devrais dormir avec la porte ouverte ce soir. » Et elle demande « Mais pourquoi ?» Alex hésite, puis murmure « Bah, pour qu'il puisse entrer. » Cette nuit-là, à tel point qu'elle est atterrée, notre maman, elle dort la porte verrouillée. Le lendemain matin, une scène horrible se passe pour n'importe quelle maman qui voit ça. Alex évite son regard et dessine frénétiquement comme s'il était possédé. Et quand elle finit par récupérer la feuille, son souffle se coupe. C'est elle, endormie, et derrière elle, penchée au-dessus du lit, Monsieur Shred. Elle saisit les épaules de son fils, complètement paniqué, et lui demande s'il l'a réellement vu. Alex ne répond pas tout de suite, puis il hoche légèrement la tête. Chaque nuit, elle sent la nausée monter, elle lui demande ce que cet être fait. Alex hésite, puis cache ses yeux avec ses mains et dit cette phrase terrifiante. Il regarde, mais il n'a pas d'œil, alors parfois, il les emprunte. Elle lui demande ce que cela signifie. Alex se met à trembler, suivi de cette phrase terrifiante encore. Parfois, je me réveille et je vois flou, et mes yeux me font mal. C'est là que je sais qu'il les utilise. Terrifiée, la mère examine le visage de son fils sous la lumière, et ses pupilles sont effectivement dilatées. Des cernes profondes marquent son visage. Non, quelque chose ne va pas du tout. Elle prend alors une décision radicale. Ils doivent partir. Ce soir-là, elle laisse donc toutes les lumières allumées. Alex dort avec elle donc après tous ces événements, accroché à sa manche comme s'il craignait de disparaître s'il lâchait prise. Elle ne dort presque pas, puis à 3h07 du matin exactement, Alex se réveille en sursaut. Il hurle qu'elle ne voit plus. Elle tente de le rassurer, mais quelque chose change dans la pièce. La lumière vacille, la température chute, et lentement, elle tourne la tête vers la porte de la chambre. Elle est ouverte et une ombre s'étire sur le sol. Alex tombe en sanglots contre elle et lui dit « Il est là, c'est lui ». La mère refuse de regarder, elle serre son fils contre elle, recule le cœur battant,
puis elle entend un murmure « Tu me vois maintenant ». Elle ferme les yeux, elle sent une présence proche, beaucoup trop proche. Quelque chose effleure sa joue, alors elle fuit. Elle ne se souvient presque pas du tout du trajet, seulement de ses mains tremblantes, du moteur de la route avalé à toute vitesse au milieu de la nuit. Elle se souvient aussi d'Alex pleurant à l'arrière, qui répétait de façon hyper régulière « Il sait où on va, il sait où on va ». Mais bon là, notre maman était complètement dépourvue, elle ne répondait pas et elle continuait tout simplement de conduire. 3 jours passent après cet événement absolument terrifiant. Il trouve refuge chez sa sœur et depuis, Alex ne dessine plus. Mais par contre, il continue de se réveiller en pleine nuit, se tenant le visage, en ayant toujours cette peur de se faire arracher les yeux. Et puis, une nuit, la mère se réveille. Alex est debout près de la fenêtre, les mains posées contre la vitre, et il murmure « Il est dehors, il veut entrer ». Le matin suivant, la mère découvre un dessin caché sous l'oreiller de son enfant, un croquis de la maison de sa sœur. Et devant la porte d'entrée, il y a Monsieur Shred. Bon, est-ce que cette histoire est fictionnée ? Je ne sais pas, en tout cas elle le paraît en vrai. Si c'est le cas, elle est très bien écrite, j'ai adoré tout le mood de l'histoire. Si elle est vraie, force à vous. Mais en vrai ça fait quand même très fiction, les dessins de l'enfant ça fait très film d'horreur. Après, si je me trompe pas, il y a beaucoup de témoignages qui traînent sur internet réels où des enfants dessinent leurs amis imaginaires, parlent avec des personnes qui ne sont plus de ce monde, ont la sensibilité assez juste pour réussir à communiquer avec eux. Des fois, c'est assez impressionnant de voir ce genre de témoignages-là. Comme on est face à la sensibilité de l'enfant, c'est dur en vrai de se dire « mais il a inventé cette histoire, il a voulu mentir ou il veut de l'attention ». Des fois, c'est le cas, mais des fois, c'est dur d'y croire. Bref, passons à la dernière histoire, qui est celle du coup de Paul. Allez, c'est parti. Paul rencontre sa femme, Catherine, alors qu'elle a 24 ans et lui 28. Ils vivent dans une petite ville du Kentucky et Paul travaille comme électricien, un métier qu'il exerce depuis toujours. Sa vie sentimentale jusqu'alors a été plutôt vide, sans réelle attache durable, jusqu'à qu'il croise Catherine. Elle est instite dans une école primaire, douce, elle est patiente, elle est toujours très souriante avec les enfants comme avec les adultes. Et ce qu'il aime particulièrement chez elle, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais justement sa capacité à trouver du bonheur dans des choses assez simples. Un café le matin, l'odeur de l'herbe mouillée, un film à regarder sur le canapé, bref. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont une maison et un chien. Leur quotidien est, pour vous le décrire, vraiment très paisible. Le soir, Paul bricole pendant que Catherine prépare ses cours ou tricote. Et parfois, ils restent simplement assis à discuter plus tard dans la nuit de projets, d'enfants qui n'ont pas encore, mais qu'ils imaginent déjà jusque dans les choix de leurs prénoms. À cette époque, Paul a le sentiment que sa vie a enfin trouvé un sens, puis environ 2 mois avant le moment où il raconte cette histoire, quelque chose commence à changer. D'abord, de manière subtile, Catherine dort moins, elle semble pas mal fatiguée et même parfois, elle le regarde d'une manière assez étrange, comme si quelque chose dans son visage la dérangeait. Et lorsqu'il lui demande si tout va bien, elle minimise en évoquant simplement la fatigue peut-être liée à son travail. Mais la situation se dégrade progressivement sans qu'il puisse identifier précisément le moment où tout bascule. Catherine ne dort presque plus, non pas à cause d'insomnie classique, mais parce qu'elle semble craindre de s'endormir. La nuit, elle se lève brusquement, quitte la chambre et ne revient qu'à l'aube. Elle fait des cauchemars pratiquement tous les soirs et refuse d'en parler à Paul. Bon, évidemment, son inquiétude à Paul, elle va monter progressivement. Logique, car l'état de sa femme physiquement se dégrade de jour en jour. Elle a des cernes hyper marquées, elle a la peau pâle, elle a une perte de poids hyper drastique. Bref, il y a un truc qui va pas. Lorsqu'il tente de l'aider ou d'insister pour comprendre, elle le repousse. Un jour, il finit par la confronter directement. Elle reste silencieuse un long moment, tremblante, évitant son regard comme si elle avait peur de lui. Puis, les larmes aux yeux, elle murmure qu'un homme apparaît dans ses rêves, un homme qui la terrifie. À partir de là, leur relation change profondément. Catherine devient distante, elle ne lui demande plus comment s'est passée sa journée, elle parle de moins en moins, elle s'isole dans d'autres pièces et surtout, son regard change. Là où Paul y voyait autrefois de la tendresse, il perçoit désormais une méfiance. Peu à peu, Paul réalise qu'elle ne se contente pas de l'éviter, elle l'étudie. Chaque geste qu'il fait semble analysé. Lorsqu'il boit son café même, il sent son regard posé sur lui. Et lorsqu'il se retourne, elle détourne immédiatement les yeux, comme si elle l'avait pas regardé quoi. Elle l'observe même à travers les rideaux pendant qu'il fume dehors
ou même lorsqu'il prend sa douche. Parfois, il a même l'impression qu'elle le surveille pendant son sommeil. Elle commence aussi à écrire dans un carnet qu'elle cache systématiquement dès qu'il entre dans la pièce. Et même, certains objets se mettent à disparaître. Et des conversations téléphoniques aussi s'interrompent brusquement à son arrivée. Bref, elle devient giga chelou. Face à cette situation, Paul propose de consulter un psychologue, mais Catherine refuse catégoriquement, affirmant qu'elle a peur d'être près de lui. La tension augmente lorsqu'il lui demande de dormir sur le canapé, puis se met à hurler dès qu'il tente de s'approcher d'elle. Décidé à comprendre, Paul fait semblant de dormir et observe. Il sent Catherine entrer dans la chambre, s'approcher lentement et s'arrêter au pied du lit. Vraiment, on est dans The Visit, c'est effrayant. Il ressent son regard pesant sur lui et elle finit par s'asseoir et lui touche le poignet. Paul, terrifié, reste immobile jusqu'à qu'elle quitte la pièce. Le lendemain, la situation s'aggrave encore. Lorsqu'il tente de discuter avec elle, Catherine lui explique calmement qu'il agit de manière hyper étrange, que son apparence, sa voix et que son odeur lui semblent différentes. Troublé, Paul tente de rationaliser, mais remarque alors qu'un grand couteau a disparu de leur cuisine. Et si elle pensait réellement qu'il n'était pas lui-même? Profitant alors de son absence, il fouille un petit peu partout, pendant presque 1 heure dans la maison, et découvre le fameux carnet qu'elle cachait. Il s'agit en fait d'un journal intime dans lequel elle écrit toutes ses observations sur Paul. En le lisant, Paul découvre que Catherine est convaincue qu'il a été remplacé par quelque chose d'autre, une entité qui imite parfaitement son apparence, mais ne serait pas réellement lui. Elle note aussi des détails très précis, une cicatrice absente, une différence dans la voix, dans l'odeur, et écrit qu'elle doit éliminer la chose pour retrouver son véritable mari. À ce moment-là, Paul commence lui-même à douter. Il se souvient d'un accident survenu quelques temps auparavant qui l'a conduit à l'hôpital pendant 1 semaine. Mais est-ce que cette chose l'aurait fait changer ou quelqu'un aurait pris les rênes de son corps? Il pense pas. Et là, il commence vraiment à s'inquiéter pour sa femme. La situation du coup dégénère et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là car la situation va pas mal dégénérer. Catherine le confronte avec le couteau disparu. Et alors, convaincue qu'il n'est pas son mari, une embrouille éclate et elle commence à l'attaquer. Paul ressent une grosse douleur à la poitrine avant de perdre connaissance. Il se réveille plus tard à l'hôpital où on lui explique qu'il a survécu de justesse, la lame ayant manqué son cœur de peu. Catherine évidemment a pris la fuite et le shérif local, un homme qu'il connaît très bien, vient l'interroger et lui assure qu'ils vont la retrouver. Tout semble presque normal jusqu'à un détail insignifiant en apparence. Lorsqu'on lui propose de fumer un cigare, Paul répond instinctivement qu'il ne fume pas, alors que selon ses propres souvenirs, il en avait l'habitude. Bizarre. Resté seul, encore sous le choc, il finit par apercevoir son reflet dans un miroir. Son visage est le même, fatigué, pâle, mais quelque chose cloche. Un détail qu'il n'avait jamais remis en question jusque-là, ses yeux. Ils ne sont plus verts, ils sont bleus. Et c'est la fin de l'histoire. Elle m'a mis des frissons, celle-ci. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'image, j'ai des frissons, on le verra pas. Celle-ci, on est entre du rationnel, du paranormal et je pense aussi de la fiction. J'ai adoré ces 2 dernières histoires, elles sont si bien écrites, si celles-ci sont des fictions. Au début, je pensais que sa femme Catherine avait de potentielles crises de schizophrénie. Après, je suis pas médecin, donc je peux pas vraiment dire si elle avait ça ou pas, même on n'a pas assez de choses pour dire ça dans l'histoire. Je pensais qu'on était sur quelque chose de psychologique, alors que pas du tout finalement. En fait, c'est ce bon vieux Paul qui est le problème dans tout ça. Enfin, Paul, du coup, pas vraiment. Et jusqu'à la fin, j'ai adoré. Ils nous ont tenus en haleine, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous avez pu vous détendre tranquillement après le taf ou après les cours. Je sais pas ce que vous faites dans la vie d'ailleurs. J'aimerais savoir si des gens sont agriculteurs. Ça m'intéresse, juste, c'est de la curiosité. Merci les amis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'ai adoré vous raconter ces histoires. Si ça vous plaît, on refera un format de la sorte. Moi, je kiffe de fou raconter ça de façon un petit peu plus naturelle que les scripts où il faut pas dire des infos de merde. Même si j'en dis quand même des fois une bonne douzaine en vidéo. Même si j'essaye vraiment de faire gaffe de plus en plus. Je suis pourtant giga bien entouré, mais des fois, ça peut arriver que je dise des choses pas vraies, pas parce que le script n'est pas bon, non, parce que je lis mal. La dyslexie, tu connais. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce format-là. À très vite pour 2 prochaines vidéos de nouvelles histoires. Essayez de bien dormir. C'était Léo. Salut.